C'est une longue histoire. Quel message vous essayez de porter auprès d'eux? Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. On est un peu obligé de parler de la situation actuelle. Pour moi, ça n'a pas de sens. Bon, ok, Banco, on se tape dans la main, on est d'accord. Bonjour Emmanuel, Bonjour Yann. on est très accueilli de t'accueillir chez Fort Latin pour ce podcast. On a une histoire commune qui fait déjà presque 10 ans entre Fort Latin et Pirelli, qui sont deux entreprises très voisines. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours chez Pirelli? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire je vais reprendre l'entreprise familiale malgré peut-être tout le bashing qui existait déjà à l'époque? Et qu'est-ce qui après t'a amené à prendre la présidence de l'FF3C plus récemment? Alors oui, c'est une longue histoire qui a à peu près 25 ans déjà aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire une école de commerce et ensuite cela m'a permis de partir en coopération à l'époque en Argentine pour la société Total Austral, qui était une filiale de Total, qui était spécialisée dans l'exploration-production. Et à l'issue de cette expérience, j'avais des possibilités de revenir sur Paris dans des grands groupes. Et finalement, les opportunités ont fait que mon père m'a dit écoute, si tu veux revenir dans l'entreprise familiale, c'est maintenant. Et je lui ai dit Banco, la vie parisienne me plaît pas plus que ça. Revenir en province, c'est une bonne idée. Revenir à Dijon, qui est une ville que je connais bien, me plaisait. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Je suis revenu pour quelques mois ou quelques années, j'allais dire pour tester un peu, pour voir. Et finalement, ça fait 25 ans que ça dure. Ensuite, finalement, l'entreprise a subi beaucoup de modifications, d'ajustements. D'abord en fonction des marchés. On était tourné vers le charbon, vers les produits pétroliers, principalement le fioul. On s'est tourné vers les carburants, vers les biocarburants, vers l'énergie bois. On a également renforcé les activités d'entretien, d'installation de chauffage. Et puis, il y a quelques années, on a fait l'acquisition d'une société Nord-Est Climatisation, Nord-Est Énergie à Dijon, qui est spécialisée dans les pompes à chaleur et dans les climatisations, pour continuer à accompagner nos clients à trouver des bonnes solutions, finalement, pour leur solution de chauffage. Et parallèlement à ça, je suis rentré au comité directeur de la fédération de la FF3C, qui était à l'époque une fédération, même si aujourd'hui c'est un syndicat, il y a à peu près 20 ans. Et j'ai occupé à peu près tous les postes jusqu'à être élu président le 1er janvier de l'an dernier. La FF3C m'a beaucoup apporté et je me suis dit qu'on arrivait à un moment où c'était peut-être à moi d'essayer de lui rendre modestement quelque chose. Comment d'ailleurs est-ce que tu pourrais décrire la FE3C, son rôle par rapport à ses membres, par rapport aussi à la population? Vous avez aussi une lutte vis-à-vis de l'État, parfois par rapport à toute la partie fiscale. Bien sûr. Comment est-ce que tu résumes à ça? En fait, le monde pétrolier, souvent les gens ont l'image des très grandes entreprises pétrolières. Mais ces gens-là, souvent, font de l'exploration pétrolière et sont raffineurs. Ces gens-là, ils ne sont pas forcément membres de notre syndicat. Notre syndicat regroupe plutôt des entreprises qui sont des grossistes, qui vendent à des entreprises de taille intermédiaire ou des entreprises de taille intermédiaire qui vendent au consommateur final. Donc finalement, le propre de la FF3C, c'est un syndicat qui regroupe des entreprises qui sont au contact du consommateur final, qu'ils soient transporteurs, qu'ils soient travaux publics, qu'ils soient administration, les particuliers bien entendu, les agriculteurs également. Nous sommes une entreprise destinée à fournir l'énergie des territoires. On a un maillage d'entreprises absolument extraordinaire. Le territoire entier est maillé d'entreprises capables d'apporter quelques litres de carburant, de GNR, de gasoil, de samplon au consommateur final. On est un peu obligé de parler de la situation actuelle qui touche très directement nos activités à chacun. Comment est-ce que, en tant que distributeur, en tant aussi qu'acteur national via ton rôle de président, tu vois ces enjeux-là, cette crise, quel rôle on peut y jouer? Quel est l'avenir? J'ai vu que en fin d'année dernière, tu prévoyais la montée des prix, en disant que c'était inéluctable. Tu as eu très tôt raison. Malheureusement, si on peut dire. Mais en fait, on a deux cibles. La première chose, c'est de défendre nos clients. On participe à des réunions avec le gouvernement et on sollicite des aides pour nos clients consommateurs, que ce soit les agriculteurs, qui ont d'ailleurs obtenu des aides substantielles à partir de ce mois de mai, que ce soit pour les transporteurs, qui à mon goût ne sont pas assez soutenus. Voilà, on essaye vraiment d'être en appui de ce que leurs syndicats professionnels souhaitent faire. Et pour autant, il faut aussi qu'on défende nos entreprises. On a par exemple des demandes très précises. On voit bien que l'augmentation forte des prix, ça va tendre les trésoreries des entreprises. Ça va également augmenter les risques d'impayés. Et à ce titre-là, on demande la possibilité de récupérer les accises en cas d'impayé définitif, ce qui serait la moindre des choses. Ce sont des dossiers qu'on pousse depuis des années sans jamais avoir réussi à les faire progresser. Là, on a une fenêtre de tir qui peut-être va nous permettre d'avancer sur ces sujets. Et c'est aussi remettre les choses dans le bon sens. Quand on
on entend en tout début de crise l'État dire les grossistes et les entreprises de distribution voient leur marge augmenter et s'engraissent indûment. Bon, manifestement, il y a eu des études de fait et c'est pas du tout le cas, et c'est plutôt l'inverse. Et les marges ont plutôt tendance à baisser, bien sûr, quand le prix augmente. Ouais, il y a eu un des détracteurs les plus sérieux, Jean-Marc Jancovici, qui vous a même défendu assez récemment en rappelant dans la hausse des prix du carburant qu'est-ce qui était lié à la part d'État et qu'est-ce qui était vraiment lié à la distribution. Et c'était beau de voir un détracteur fort du secteur vous défendre. D'ailleurs, Jean-Marc Jancovici, c'est intéressant, c'est un pro-nucléaire, mais sur les réalités économiques, les réalités chiffrées, les kilowatts, etc., c'est assez intéressant de dire ce qu'il écrit, et ça montre aussi que la transition énergétique, elle est nécessaire, mais qu'elle ne va pas être si simple que ça. Pour aller sur un sujet plus de fond qui est porté par le syndicat depuis très longtemps, le biofuel, la granulé, la diversification, tu en as un bon exemple. On a beaucoup de nos clients qui se plaignent de la PAC. Toi, tu as choisi de lutter avec. Comment est-ce que tu vois cette partie-là? Comment est-ce que tu sens tes adhérents? Comment tu vois le secteur? Le premier vecteur, c'est le biofuel. Le biofuel, pour l'instant, on est sur un biofuel F30 à 30% d'ester méthylique de colza. On est en train de faire labelliser le F55. Et le F55, l'avantage, c'est que c'est un produit qui sera majoritairement bio. Donc ça, c'est le premier vecteur qui est vraiment très très important, parce que beaucoup de nos clients, finalement, souhaitent garder des solutions de chauffage au fioul pour des raisons d'isolation de leur maison, pour des raisons d'éloignement ou d'indisponibilité d'autres solutions techniques. Et puis, c'est un chauffage qui marche et qui est confortable. On a vraiment vocation à défendre le biofuel. De la même manière, les granulés de bois sont une bonne alternative. Ça fonctionne, c'est économique, c'est techniquement abouti. Et finalement, c'est également décarboné. Après, la pompe à chaleur, je comprends qu'on la voit comme un ennemi, mais finalement, si on se dit qu'on laisse filer notre client fuel vers des vendeurs de pompes à chaleur qui sont plus des vendeurs de crédit d'impôt, on va faire des déçus. Nous, le choix qu'on a fait dans notre entreprise, c'est d'accompagner nos clients, et ceux pour lesquels c'était pertinent, éventuellement de les accompagner, de leur installer une pompe à chaleur qui soit bien montée, bien installée, d'une bonne marque, bien maintenue et avec un SAV qui tient la route. Comment est-ce que tu as vu la transition de la digitalisation des clients? En plus, en ce moment, on n'arrête pas de parler de la facture électronique. Ouais. C'est un des sujet. Comment est-ce que tu vois la migration du secteur là-dessus? Alors la digitalisation, elle s'impose à nous, comme l'IA va le faire d'ailleurs. C'est finalement, ça va tellement vite, et d'ailleurs beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Alors il y a des tas de solutions. Il y a d'abord eu, il y a quelques années, l'informatique embarquée dans nos véhicules. Donc on a gagné en sécurité, en traçabilité des livraisons. On a adjoint aux chauffeurs l'aide de GPS de plus en plus efficace, donc on gagne aussi en efficacité de ce côté-là. Et la digitalisation passe aussi évidemment par la fiche client, c'est-à-dire par l'évolution des ERP qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, tous les ERP proposent des choses très abouties qui permettent de faire des requêtes dans tous les sens, d'avoir des alertes commerciales. Et puis enfin, il y a une digitalisation qui fonctionne bien, et vous en mettez le témoin, le jaugeage connecté, qui soit sur des cuves à fuel, qui soit sur des cuves, enfin des stockages de granulés. Aujourd'hui, ça nous permet finalement d'anticiper et d'apporter un service complémentaire à nos clients. On dit que pour être un bon commerçant, il faut bien connaître ses clients. Si en plus de bien les connaître, on connaît leur consommation et qu'on leur évite de tomber en panne, je veux dire, la boucle est bouclée, et on a vraiment besoin d'entreprises telles que les vôtres pour pouvoir avancer sur ces sujets. Là, si tu devais donner la feuille de route de FF3C sur les 3 à 5 prochaines années, quel est l'objectif que vous avez donné avec le nouveau bureau? C'est une transition énergétique heureuse. Il faut qu'on arrête de nous rabattre les oreilles en nous disant que la transition énergétique, c'est une catastrophe annoncée, il va falloir vendre à nos enfants le fait de vivre avec moins de confort que nous, etc. Je ne crois pas que ce soit possible. On a toujours fait confiance au progrès technique. Ce progrès technique, on doit l'accompagner. Par contre, on doit l'accompagner avec une neutralité technologique. Quand on voit l'État qui dit d'un seul coup, il faut faire du tout éolien, tout solaire, après il faut faire du tout nucléaire, pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut une espèce de neutralité technologique. Ce qui compte finalement, c'est les kilowatts qu'on utilise. Travaillons sur l'isolation de l'habitat, travaillons sur les matériaux, sur toutes ces choses-là. Ça permettra finalement d'avancer. On le voit avec l'automobile. L'automobile, on cherche à faire passer tout le monde aux véhicules électriques. On s'aperçoit que les gens sont parfois déçus. L'électrique convient à beaucoup d'usages, mais pas à tous les usages. Et finalement, le progrès des motorisations thermiques pures permet d'abaisser les consommations de manière notable. Et si on y adjoint l'arrivée des biocarburants, on voit même qu'on peut décarboner finalement des solutions technologiques qui paraissent plutôt anciennes. Aujourd'hui, là, par rapport au pouvoir public qui a tantôt fait du bashing très fort sur le fuel, tantôt se rend compte qu'en fait, il ne peut pas totalement s'en passer, quel message vous essayez de porter auprès d'eux? Oui, c'est vraiment la défense des consommateurs, c'est-à-dire expliquer que des solutions techniques qui sont vues de Paris par des gens qui roulent en vélo ne fonctionnent pas forcément dans tous les territoires. Il y a des territoires où on a besoin de se déplacer, faire beaucoup de kilomètres, parfois pour aller chez le médecin, parfois simplement pour ravitailler sa propre entreprise. Là, on pense à des éleveurs, à des agriculteurs. Donc finalement, on n'est pas prêt de leur mettre des tracteurs électriques. Il faut qu'on puisse leur apporter des solutions. Leur apporter des solutions, c'est continuer à leur apporter du carburant ou du biocarburant.
voire du biofuel pour le chauffage, c'est être capable de finalement maintenir un maillage suffisant, parce que s'il n'y a pas d'autres consommateurs, s'il n'y a plus de stations-service, s'il n'y a plus rien autour, qui va conserver de la logistique, des dépôts primaires, des dépôts secondaires, des camions de livraison pour ravitailler ces gens-là qui en auront besoin encore pendant de nombreuses décennies. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, il faut qu'il y ait des mesures de maintien d'une logistique minimale, elle est indispensable. Pour l'anecdote, est-ce que tu aurais un moment clé de ta carrière, peut-être une anecdote un peu plus amusante à citer ou... Ce qui me reste souvent en mémoire, c'est quand on a pu faire des rachats de fonds de commerce ou des rachats d'entreprises, c'est le moment où tout se joue quand on est autour d'une table avec parfois l'expert comptable, le conseiller des uns, le conseiller des autres, et finalement on voit que tout le monde est d'accord, chacun a fait un pas dans telle ou telle direction, et d'un seul coup l'affaire se fait. On arrive au moment où tout le monde se dit bon ok banco, on se tape dans la main, on est d'accord. Et on s'aperçoit finalement qu'ensuite les hommes de l'art se mettent à rédiger des contrats, à organiser tout cela, mais qu'à partir du moment où on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit ok on est d'accord, banco on y va, les affaires se font, et ça c'est plutôt rassurant sur la nature humaine finalement. Merci en tout cas pour ce partage. Merci Yann, c'est un plaisir. Très agréable, merci.